Celles et ceux qui accompagnent les femmes victimes de violences sont au micro de Monaco Info. À l'initiative du Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes, ces professionnels nous racontent comment retrouver le chemin de la liberté, comment passer de l'ombre à la lumière. Avec nous, Valérie Campora, directrice de l'AVIP, l'association d'aide aux victimes d'infractions pénales. Bonjour Valérie. Bonjour Geneviève. Valérie, quand on parle de victimes d'infractions pénales, on pense à quoi d'abord ? Alors c'est vrai que c'est un champ assez large parce qu'on accueille des victimes qui peuvent être victimes d'accidents de la route, de vols, d'abus de confiance, d'abus de faiblesse, mais principalement on accueille des personnes victimes de violences conjugales, donc majoritairement des femmes, des victimes de harcèlement scolaire, harcèlement sexuel, et des personnes victimes d'agressions sexuelles. Donc là aussi, on est majoritairement sur des femmes. Est-ce qu'il y a beaucoup de souffrance dans tout ça ? Est-ce qu'il y a, ça paraît une question triviale, mais c'est quoi, quand ils viennent vous voir au départ, tu me dis les femmes, quand elles arrivent, c'est quoi qu'elles ont d'abord en elles ? De la peur, de la souffrance, de la honte. Majoritairement, quand on est dans les violences conjugales, c'est majoritairement de la honte. Et généralement, les premiers propos qu'on entend, c'est excusez-moi de vous déranger, je suis pas sûre d'être au bon endroit, je suis pas sûre que mon histoire vous concerne, excusez-moi. Beaucoup d'excuses parce qu'elles ont peur de libérer leurs paroles, elles ont peur de ne pas être crues, et surtout, on sait que quand elles sont victimes de violences conjugales, l'auteur a tendance à les faire culpabiliser. C'est-à-dire qu'elles sont trop sexy, pas assez sexy, en retard, trop en avance, c'est pas assez cuit, c'est pas assez bon, etc. Et donc, en fait, les femmes, quel que soit leur profil, se sentent coupables, se sentent, si elles prennent des coups, si elles subissent des violences, quelles qu'elles soient, c'est de leur faute à elles. Tu dis quel que soit leur profil, ça veut dire qu'il n'y a pas une typologie. En fait, ça peut toucher n'importe qui. Ça touche n'importe qui. On peut accueillir des femmes, de jeunes filles, très jeunes, qui ont subi des agressions sexuelles. Mais en ce qui concerne les violences conjugales, ça va partir de l'âge de 20 ans jusqu'à la personne la plus âgée qu'on a reçue avec 86 ans. À 86 ans. Et je peux vous garantir que c'est difficile de faire la démarche quand on a 86 ans, qu'on a 60 ans de mariage et qu'on a encore de l'affection, je dirais plus de l'amour, mais de l'affection pour la personne qui partage votre vie depuis 60 ans, de dénoncer des faits. Mais les faits sont là. Quand on est poussé à 86 ans et qu'on est traîné par terre, oui, on peut. On est une vraie victime de grosses violences. Donc c'est un peu plus compliqué. Et les profils, ça peut partir de personnes qui sont sans emploi ou sans diplôme, avec jusqu'à des personnes qui sont médecins, avocats. C'est pas forcément de la dépendance, hein. C'est ça ce que je voulais, là où je voulais arriver, c'est que cette espèce d'emprise dont tu parles, hein, de se faire culpabiliser, elle n'est pas forcément liée à une dépendance financière ou affective. Alors, elle est liée à une dépendance psychologique. Premièrement. Après, la dépendance financière, malheureusement, en Principauté de Monaco, on la retrouve fréquemment. Pourquoi ? Parce qu'on est un pays où il y a près de 150 nationalités différentes. Donc, on a affaire à beaucoup de personnes qui viennent de l'étranger. Souvent, ces femmes sont complètement désociabilisées, entre guillemets, si j'ose dire ainsi, parce qu'elles n'ont pas leur famille sur place. En général, pas d'amis, pas beaucoup. Pas d'amis, parce que l'auteur fait en sorte de les isoler. Et elles dépendent donc financièrement de cette personne. Et c'est vrai que, on le sait, la vie sur la Côte d'Azur est principalement en Principauté de Monaco, un logement peut coûter très cher, et de partir, c'est pas évident, surtout quand les papiers sont tenus par l'auteur, quand on n'a plus ses papiers d'identité, pas son passeport, pas de carte bancaire à son nom, c'est compliqué pour une femme de se dire je vais partir. Et comment elle vous trouve alors ? Parce que tu dis elles arrivent, comment elles arrivent jusqu'à vous ? Alors heureusement aujourd'hui il y a plusieurs moyens d'arriver jusqu'à nous. Ou c'est du bouche à oreille, parce que c'est vrai qu'entre communautés, suivant la communauté, elles parlent entre elles. Maintenant, c'est vrai qu'on est bien référencé sur Internet, donc si on cherche, on apparaît assez facilement. Et on est en partenariat avec de nombreuses institutions et de nombreux lieux en principauté, comme le CHPG, comme la police, comme le parquet. Et c'est vrai, comme d'autres associations, Action Innocence, l'Union des femmes monégasques, le Zonta Club, j'en oublie. Mais c'est vrai que
ils ont maintenant Ils ont le réflexe ouais. de rerouter vers nous. Ouais. Tout à l'heure, tu disais, ça peut toucher n'importe quel profil et souvent, ils les font culpabiliser. Est-ce que dans le cas de harcèlement scolaire, c'est un peu la même situation? Parce que j'ai du mal à imaginer qu'est-ce qui fait qu'un enfant se retrouve harcelé en particulier. On peut tout imaginer, mais est-ce qu'il y a une typologie là? Alors, malheureusement, c'est souvent le physique. Ça commence souvent par le physique. Un enfant qui est trop grand, trop petit, un petit peu trop rond, trop maigre. Trop maigre aussi, oui. Une couleur de peau, malheureusement. On en est encore aujourd'hui à ce genre de choses. Une couleur de cheveux. Et puis, tout simplement, parce qu'à un moment, une jeune fille peut avoir plu à un autre garçon, mais ça ne plaît pas aux autres filles de la classe. Donc, à un moment, on la met dans une situation où elle devient la proie. Et je crois que là, c'est le rôle des parents. Parce que c'est vrai que les enfants, c'est compliqué pour eux. De se rendre compte qu'ils sont vraiment victimes. Et de parler. Parce que, en général, les enfants harcelés ne sont pas harcelés que par une seule personne, mais par plusieurs. On a le problème des réseaux sociaux aujourd'hui. Nous, quand on rentrait... Ça peut être physiquement aussi. Ça peut être très physique. Ouais. Mais nous, quand on rentrait chez nous, à l'époque, à l'époque, mon Dieu. Finalement, on était un peu dans un cocon. C'est-à-dire que, à part le téléphone fixe de la maison, et en général, c'était nos parents qui répondaient, on était protégés pendant cette période-là. Maintenant, ils ne le sont plus. Ils ont presque tous des téléphones portables. Ils sont presque tous sur WhatsApp, ne serait-ce que pour le cursus scolaire, parce qu'il y a des groupes qui se font, sur Pronote. Et heureusement, l'Éducation nationale veille à ça, c'est-à-dire que sur Pronote, ils sont attentifs aux échanges qu'il peut y avoir, parce que déjà sur Pronote, il y a des enfants qui en insultent d'autres, alors que c'est un réseau officiel de l'Éducation nationale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de filtre pour ces jeunes, et que c'est vraiment le rôle des parents de pouvoir se rendre compte que son enfant change, a plus vraiment envie d'aller à l'école, se renferme, a l'air plus triste. Ce sont les premiers signaux qui doivent véritablement inquiéter. Et ils viennent avec leurs parents, les enfants, ou ils viennent seuls? Alors, en général, au-delà de 15 ans, c'est un copain ou une copine qui l'amène. Ou on travaille vraiment beaucoup avec Action Innocence. Action Innocence, qui est sur le terrain véritablement des écoles, nous prévient, et à ce moment-là, on fixe un rendez-vous. Quand ils sont plus petits, ce sont les parents qui nous les amènent. D'abord parce que ce serait compliqué pour nous d'accueillir des mineurs sans l'autorisation des parents. Mais quoi qu'il en soit, si un jour un mineur vient taper à notre porte, bien sûr qu'il sera accueilli. Est-ce que il y a un moment dans la journée quand on est confronté à toutes ces difficultés, parce que ce sont des personnes en vraie détresse, en tout cas. Est-ce qu'il y a un moment où on est découragé? On est découragé, oui, sur certaines histoires où on sait que ça va être compliqué. Alors, quand c'est le début, on a toutes nos forces et tout notre espoir pour se dire qu'on va la sortir de là. Et puis, il y a des fois, ça dure vraiment longtemps. Et c'est vrai qu'à un moment... Il ne faut pas être découragé, parce que c'est à nous justement de pouvoir amener la victime vers une solution pérenne et une solution de sortir de l'emprise de l'auteur. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, ça peut être un peu compliqué, parce que le Covid a fait que la violence est plus importante, quel que soit le domaine, et que malheureusement, ça a fait prendre beaucoup de retard aux enquêtes, que ce soit par la police ou par la justice. Et quand on a une famille avec des enfants et que la procédure dure 3 ans, il faut se mettre à la place de la victime, qui à un moment a réussi à porter plainte. Il y a des auditions, plusieurs. C'est pas toujours facile pour la victime, pour les enfants. Et il faut attendre 3 ans avant de nouveau d'être confronté à l'auteur, parce que lors d'une audience au tribunal, l'auteur est présent. Et ça fait long, ça fait lourd pour une personne. Au quotidien, ça fait lourd. Mais ça peut arriver quand même que eux-mêmes ou elles-mêmes, je dis eux parce qu'il peut y avoir des enfants... ou des garçons, mais ça peut arriver que eux-mêmes ne veuillent pas partir ou retournent. Bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il faut laisser le temps au temps. Très souvent, le grand public pense que c'est une femme battue. Pourquoi elle ne part pas? Mais c'est pas c'est la question facile, ça. Voilà, c'est ça. Il y a toute une emprise psychologique, comme on en parlait tout à l'heure. Et puis, il y a souvent aussi des enfants au milieu. Et les mamans, ou les papas, ça peut arriver, plus rarement, mais ça arrive, ne veulent pas détruire cette famille-là.
parce qu'il y a un cocon qui s'est fait autour. Puis pour les enfants, c'est difficile aussi de comprendre qu'à un moment, papa et maman s'aiment plus, on va peut-être plus voir papa, ou il va y avoir un autre mode de vie, quitter l'appartement dans lequel on a ses repères, dans lequel on a ses jouets, pour partir dans un endroit où ce sera peut-être un petit peu plus précaire. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Et c'est vrai que je comprends certaines femmes qui, à un moment, nous disent « Non, mais je ne peux pas partir. Je peux pas détruire tout ça. » Donc il faut laisser le temps au temps, être là quand elles en ont besoin. Et à un moment ou à un autre, il y a un déclic. Il y a quelques années, on a reçu une femme qui était battue régulièrement par son mari. Il y avait 2 enfants. Un soir, elle a été sortie par les 2 enfants de l'appartement avec le visage tuméfié. Elle a réussi à se réfugier chez ses parents. Elle a porté plainte. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure du suivi, puisqu'on a suivi aussi les enfants, que les enfants avaient subi des violences, eux aussi. Donc, la maman a porté plainte au nom des enfants. Et quelques mois plus tard, ils étaient dans notre bureau, on discutait. C'était des enfants qui avaient à l'époque 7 ans pour la petite et 12 ans pour le petit garçon. Et la maman s'est effondrée en larmes en disant... Je suis vraiment désolée de vous avoir fait subir tout ça. Si j'avais su, je serais partie. Si je m'en étais rendu compte, si j'avais eu le déclic, je serais partie avant. Et on a eu une réponse magique de la petite. Et encore aujourd'hui, ça m'en donne des frissons. La petite a regardé sa maman dans les yeux et lui a dit « Tu sais, maman, on t'en veut pas parce qu'on savait que tu aimais papa. » Et ça, ce sont des moments particulièrement touchants pour nous. Bien sûr, pour la famille, mais pour nous, parce que un enfant, c'est une éponge. Et un enfant s'adapte à une situation. On a souvent peur pour nos enfants. Et c'est souvent eux qui se mettent à protéger les parents. Oui, il y a un moment donné où le rôle peut s'inverser un peu. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Quand tu dis on savait que tu aimais papa, il y a vraiment cette dimension-là. C'est que, y compris dans le harcèlement scolaire, etc., parfois il peut y avoir un vrai sentiment très fort qui unit les protagonistes. Bien sûr. Bien sûr. Ça doit être le plus difficile à détricoter, tout ça. C'est le plus difficile parce qu'à un moment, on est amené à poser la question à la femme en lui disant « Est-ce que vous l'aimez encore ? Est-ce que vous êtes sûr que c'est encore de l'amour ? Ou est-ce que c'est autre chose ? C'est un sentiment de dépendance, de honte, de besoin ? Parce que c'est vrai qu'ils sont assez forts et ils arrivent à faire en sorte de faire croire que sans eux, la vie n'est pas possible. Oui, c'est presque... Enfin, dans la situation que tu décrivais précédemment, avec ces femmes qui sont parfois déracinées, qui viennent à l'étranger, qui ne parlent pas tout le temps la langue, qui n'ont pas de moyens de subsistance propre, il peut y avoir aussi cette idée que sans lui, on n'est rien, quoi. On n'est rien, et puis il ne faut pas oublier la culture. Ouais. Parce que quand on parle, par exemple, de pays de l'Est, sans parler de religion, on parle de pays de l'Est, la femme est éduquée en sachant que dans la famille, c'est l'homme qui prend soin de tout le monde, quel que soit le niveau social de cet homme, c'est lui qui doit prendre soin de la famille. Et donc il y a l'homme, il y a les enfants, et la femme arrive derrière. Donc elle est éduquée en se disant, il faut que je fasse en sorte que je joue mon rôle de maman, de femme au foyer. Et c'est vrai que c'est compliqué de lui faire comprendre qu'il y a autre chose. Il y a autre chose parce que ça aussi, je pense qu'on l'a tous vécu. Et je me dis, est-ce que toi, Valérie, dans ton parcours, il y a eu un moment où tu as eu ce déclic de te dire je ne suis pas qu'une maman ou je ne suis pas qu'une compagne ? Bien sûr, parce que je crois qu'en fait, on a cette chance quand même de vivre dans un pays où on a beaucoup de liberté. D'avoir été éduqués aussi par des parents qui nous ont incités à avoir notre indépendance, à pouvoir faire des études, à pouvoir travailler. Tout ça, c'est très important. Et je pense que même si peut-être après on peut avoir eu des parcours sentimentaux différents, où il peut y avoir eu des séparations, on a quand même eu... on est dans un pays qui est assez magique. Parce que c'est un petit pays. Et on a cette chance de pouvoir évoluer relativement facilement. Tu veux dire trouver des solutions, en fait ? Trouver des solutions. Parce que c'est vrai que maintenant que la Vib existe depuis 10 ans, en fait, nous 10 ans cette année. C'est ça, hein. J'osais pas te dire, ça fait un moment que vous existez quand même. C'est ça. Mais c'est sûr que les premières années, on était aussi avant le phénomène MeToo. La parole donnée aux femmes n'existait que très peu. Et c'est vrai qu'à l'époque, en 2014, quand la Vib a été créée, il n'y avait pas de local pour recevoir les personnes. Le numéro de téléphone, il n'y avait personne. La ligne téléphonique arrivait au parquet. Donc, avec des horaires
restreint, avec parquet général bonjour, donnez vos coordonnées pour que quelqu'un puisse vous rappeler. Donc il y avait des bénévoles au sein de l'association qui pouvaient rappeler. Mais il faut imaginer que nous, quand on reçoit un appel, on ne demande jamais le nom de la personne. Ben non. On lui demande un prénom, on lui demande si éventuellement on peut enregistrer le numéro de téléphone pour pouvoir la rappeler si elle accepte, et on lui donne un rendez-vous. À l'époque, appeler, ça voulait dire donner ses coordonnées à une institution qui est très solennelle. Même s'il y avait un accueil chaleureux, c'est une institution qui est très solennelle. Et c'était comme entrer déjà dans une procédure, en fait. C'est ça. Et c'était compliqué. Et quand j'ai pris la mission de la VIP en 2017, j'étais encore au sein de la sûreté publique. Et j'étais amenée à recevoir des gens au sein de la police. Donc dire à une victime, venez à la police, c'est déjà pour elle le fait de, non, j'entame quelque chose, une procédure que je ne souhaite pas. Et puis si jamais ça se sait. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir un local, il y a 2 entrées différentes, vous rentrez dans un immeuble dont personne ne sait où vous allez, la confidentialité est parfaitement respectée, et surtout on a un partenariat, que ce soit avec la police, que ce soit avec les services sociaux et avec le parquet, qui permet d'aller vite si on en a besoin, mais aussi de laisser à la victime le temps de pouvoir accepter sa situation. Ouais. Est-ce que ça fait partie des choses qui relèvent de ta décision, enfin de la décision de l'association, quand tu dis aller vite ou prendre le temps? Est-ce que ça relève de votre décision, ça? Oui, sauf si véritablement on sentait que la femme est dans un danger immédiat, ou s'il y a des enfants au milieu qui sont véritablement en danger. Donc ça, il nous appartiendrait de pouvoir solliciter une décision du parquet. Mais je te cache pas que depuis maintenant 7 ans que j'ai la mission, ça m'est arrivé une seule fois. Et encore, la mère avait donné un petit peu son accord, parce qu'elle sentait qu'à un moment, ça pouvait dévier sur les enfants. Donc ça nous appartient, mais il faut faire prendre conscience à la victime. Il y a des moments où il faut les sortir très très rapidement. Ça nous est arrivé, il faut les sortir dans l'heure. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais après 10 ans? Bon, on a compris qu'il y a quand même beaucoup de chemin qui a été parcouru, et c'est tant mieux, y compris culturellement, avec, comme tu l'as mentionné, l'ouverture de la parole, avec le phénomène MeToo, qui a aussi positivement ouvert la parole des femmes, pas que négativement. Oui, bien sûr. Mais est-ce que tu dirais qu'il reste du chemin à parcourir pour l'association? Oui, il reste du chemin à parcourir parce qu'on n'arrive pas à résoudre tous les problèmes, notamment dans le cadre d'agressions sexuelles. Ça, malheureusement, on est dans la situation où, sauf si c'est une agression particulièrement violente physiquement, où là, les preuves existent très facilement. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où les agressions sexuelles, c'est compliqué. C'est difficile à prouver. Parce que c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et c'est pas toujours évident, mais on y arrive. Et je dirais aussi que c'est peut-être de faire prendre conscience que le risque existe, y compris en Principauté de Monaco. Alors, il y a les violences conjugales d'un côté, mais surtout sur les agressions sexuelles. Je crois qu'aujourd'hui, je vais peut-être me faire beaucoup d'ennemis en disant ça, mais on a des mouvements féministes qui ont le mérite d'exister, c'est très bien. Ça a permis des avancées extraordinaires pour les femmes. Simplement, il faut continuer à entourer nos jeunes femmes, nos jeunes filles, en leur disant « attention quand tu sors ». On va me dire, oui, mais une femme peut disposer de son corps comme elle le veut. Une fille peut s'habiller comme elle le veut. Bien sûr, sur le fond, on est toutes d'accord. Sur la forme, c'est différent. Parce qu'on l'a vécu. Mais voilà, on l'a vécu, et on l'a peut-être vécu aussi à une période où on avait la chance que l'alcool était moins important dans nos soirées. Moins accessible. Voilà, moins accessible. Et surtout, je dirais que si à un moment on touchait à l'alcool, au bout d'un verre, en général, on s'arrêtait là. On n'était pas bien du tout. Aujourd'hui, il y a un jeu avec l'alcool dans les soirées. Une vulgarisation, Et ça provoque, malheureusement, des comportements, d'un côté comme de l'autre, qui peuvent, à un moment, découler sur une agression sexuelle. Alors moi, j'aime bien dire, il faut des capitaines de soirée. Pour l'alcool, mais aussi pour veiller les uns sur les autres. On sort en bande, on voit une copine qui, à un moment... et moins bien, ok, le garçon a l'air de lui plaire, mais s'il lui plaît vraiment, le lendemain, ça reviendra, quand elle aura plus d'alcool dans le sang, à ce moment-là, elle pourra faire ce qu'elle veut. Mais aujourd'hui, on est dans des situations où le milieu festif, malheureusement, peut dériver très vite vers des agressions et qui laissent des traces très très profondes, vraiment très profondes. Malheureusement, oui. Alors,
Juste pour terminer, comment on vous contacte, Valérie? Alors, bien sûr, par notre numéro de téléphone, le 93 25 0007, qui est disponible 7 jours sur 7, de 7h du matin à 22h. Si à un moment il y a une urgence, alors d'abord pour les urgences, il faut appeler la police. Oui. C'est véritablement, ce sont les services d'urgence ou les pompiers. Par contre, si à un moment vous avez besoin de parler, laissez-nous un message en dehors de ces horaires-là, avec la possibilité de dire qu'on peut vous rappeler sur votre numéro de portable. Et si on sent que la personne est en difficulté, même s'il est bien plus tard dans la nuit, on rappellera. C'est pas un souci. Merci Valérie. Merci beaucoup. Geneviève. Merci.